Bonjour à tous, on va démarrer ce séminaire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une présentation de Pierre Berger, donc qui est médecin en santé publique, mais apparemment qui a dévié vers les sciences sociales. Je suis un transfuge et un vilain petit canard en fait. De plein gré, on peut dire. Oui, oui. Ouais. Et donc qui est membre aussi de l'équipe Vitrome, chercheur dans l'équipe Vitrome, et qui va nous parler aujourd'hui donc de la vaccination contre la grippe et des causes de son relatif échec. Voilà, merci. Voilà, un titre à peine provocateur, comme vous pouvez le constater. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, de donner l'occasion de présenter, de faire cette présentation qui mêlera des résultats de travaux qu'on a menés dans le cadre de DREAM et de l'ORS, et puis des éléments de biblio glanés à droite et à gauche. Je voulais aussi insister aussi sur les remerciements que j'ai à faire aux membres de l'équipe dans laquelle je travaille, et notamment Aurélie Bocquier, Lisa Fressard, Sébastien Cortaredona, Rose Wilson, qui a été postdoc chez nous, une collègue qui vient de Montpellier qui s'appelle Florence Galtier, et qui ont contribué à certains des travaux que je vais vous présenter pour illustrer mon propos. Salut. Le sommaire de ce que je vais vous présenter, pour que vous voyez un petit peu quelle est la ligne rouge de cette présentation, il va y avoir deux parties. La première partie va beaucoup tourner autour des constats qu'on peut faire sur les couvertures vaccinales contre la grippe saisonnière en France. Et on va essayer d'appréhender ça, pas seulement de façon transversale, comme vous le voyez dans la plupart des documents que vous pouvez consulter sur différents types de sites, mais on va essayer, et c'est un petit peu plus original, d'aborder la question sous la forme de trajectoire temporelle dynamique de comportement. Vous verrez tout à l'heure, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, à quoi ça correspond. On va s'intéresser aussi aux professionnels de santé, qui présentent une part importante des acteurs de ce pays. Et ça sera finalement le constat un petit peu global de départ. Et dans la deuxième partie, on aboutira à un constat dont on peut dire dès maintenant qu'il est quand même, sans être absolument désastreux, pas non plus absolument merveilleux, donc un peu entre les deux, mitigé, et on essaiera d'en analyser les différentes causes possibles. Et ça m'amènera à vous reparler, parce que certains d'entre vous ont déjà peut-être vu un certain nombre de présentations que j'ai pu faire, mais de l'hésitation vaccinale qui prend une place vraiment centrale dans la compréhension de ce qui se passe autour de la vaccination, même si c'est une notion un peu nouvelle. On s'intéressera aussi aux causes sociétales qui sont sous-jacentes à cette hésitation vaccinale. Mais la dernière partie, je souhaitais aussi la consacrer finalement à une analyse, qui vaudra ce qu'elle vaudra, et vous ne serez peut-être pas d'accord, mais de la stratégie vaccinale française. On essaie de regarder si finalement, est-ce que cette stratégie vaccinale, elle répond bien à la situation épidémiologique actuelle, mais aussi à ce qu'on sait de l'efficacité dans des RCT et en vie réelle du vaccin. Alors je vais commencer par quelques données épidémiologiques. Vous m'excuserez d'être assez succinct, je suis allé chercher des informations sur Santé publique France. Bon. Mais enfin, ce n'était pas le but de vous faire un panorama de l'épidémiologie de la situation. Donc, la grippe, c'est une maladie virale. Vous êtes bien placé pour savoir ici qu'elle est induite par deux types de virus, les virus A et les virus B. Chacun de ces deux types, d'ailleurs, ont deux sous-types. Le virus A, c'est AH3N2 et AH1N1. Et le virus B, c'est Victoria et Yamagata. C'est sympa quand même, ces noms-là. Ça fait. Et donc, en fait, il y a des différences déjà entre ces virus. C'est-à-dire que les virus A, eux, ils circulent dans de nombreuses espèces animales, tandis que les virus B, eux, ils circulent plutôt essentiellement chez l'homme. Alors, tous ces virus peuvent être responsables d'épidémies saisonnières, mais seul le virus A, lui, a été responsable jusqu'ici de pandémies. Alors, en ce qui concerne quelques données de cadrage, il y a une épidémie saisonnière chaque année, vous le savez bien. Elle touche, évidemment, ça c'est un chiffre assez approximatif, environ 2 millions de personnes par an, ce qui est quand même assez considérable.
La durée moyenne des épidémies est de 9 semaines. Vous allez voir dans un tableau que j'ai présenté après que c'est en fait assez variable. Et puis, même pendant un épisode épidémique, il y a quand même beaucoup plus de gens que ça qui consultent pour un syndrome grippal, qui n'est pas forcément véritablement une grippe. Vous voyez que ça peut atteindre 5 millions en période épidémique. Donc il y a un afflux de demandes et le système de soins doit absorber cette demande en cas d'épidémie, enfin chaque année. La grippe provoque entre 4 000 et 6 000 décès par an en moyenne, donc ça c'est une estimation très brute de décoffrage, mais c'est un ordre de grandeur qui semble faire à peu près consensus. Et surtout, ce qui est important, c'est que la plupart de ces décès surviennent chez les personnes de plus de 65 ans, les personnes âgées. Donc les facteurs de risque, je n'insiste pas, vous les connaissez. Les complications, vous les connaissez elles-mêmes aussi. Elles sont surtout liées, ces complications, à des surinfections bactériennes. Et donc ça, en termes de stratégie de prévention, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, par rapport à ce que je vais dire un petit peu plus tard. Et puis le virus peut aussi, l'infection virale peut induire un déséquilibre d'une maladie qui jusque-là, par le traitement, était bien équilibrée. Et il s'agit des maladies chroniques qui constituent des maladies à risque par rapport à la grippe. Bon, tout ça, vous connaissez. Ça, c'est un tableau un peu récapitulatif, dont vous m'excuserez de la faible lisibilité, mais je vais essayer de vous aider, pour essayer de caler un petit peu les variations d'année en année, donc il y a 10 ans, là, 10 saisons vaccinales, de l'occurrence des épidémies. Alors vous voyez que pour commencer, le début est le plus fréquemment en janvier, mais il arrive que ça se produise en décembre. Et l'épidémie qui s'est produite de façon la plus précoce, en septembre, c'est celle qu'on a vue lors de la pandémie de 2009 avec le virus AH1N1. Vous voyez que même si la moyenne est de 9 semaines, la variation de la durée est assez importante, puisqu'on va de 6 semaines jusqu'à 16 semaines. 16 semaines, c'était encore là aussi pour la pandémie. C'est assez intéressant de voir à quel point il y a une variation considérable des sérotypes qu'on constate d'une année sur l'autre. Ce qui montre bien quand même que vacciner la population contre la grippe, c'est un pari renouvelé chaque année en fonction des virus circulant dans l'autre hémisphère, et on n'est jamais complètement certain qu'on va bien tomber d'une année sur l'autre. Alors, quelques mots sur la stratégie de vaccination contre la grippe en France. Je ne vais pas trop m'étaler non plus. Elle repose essentiellement sur la recommandation de la vaccination chez les personnes à risque. Vous connaissez très vraisemblablement cette liste, je ne vais pas vous l'énumérer. Notez au passage qu'en dehors des professionnels de santé, il y a d'autres professionnels qui sont concernés, notamment ceux qui travaillent en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque, par exemple dans des établissements accueillant des personnes âgées, ou également chez les personnels navigants des bateaux et des avions. Peut-être que ça, c'est peut-être un peu moins bien connu. Les objectifs de couverture vaccinale sont fixés dans chaque pays, ils sont fixés au niveau international, c'est 75% pour l'OMS et pour la Communauté européenne. C'est plus élevé aux États-Unis par contre, et le Haut Conseil de la santé publique a recommandé de faire passer ces objectifs à 80% en 2010, ce qui n'a absolument rien changé à la situation. Il relève probablement un peu de la méthode Coué. Mais enfin bon, 80%, on est content en France d'avoir les objectifs les plus élevés avec peut-être les États-Unis. Ça, c'était un tableau, bon ça va, je crois que vous arrivez à peu près à lire, pour vous montrer aussi que les recommandations sont en constante évolution en France. C'est d'ailleurs un problème pour un certain nombre de médecins. Et vous voyez que, par exemple, si on lit à partir... il y a moyen d'appuyer sur un machin qui fasse une petite... Ah ouais, génial. Bon. Vous voyez à partir de là, par exemple, pour les personnes qui subissent des séquelles d'AVC, il y a eu une nouvelle recommandation en 2011 pour celles avec des maladies neuromusculaires, celles avec des maladies coronaires. En 2012, il y a une recommandation qui est parue pour vacciner les femmes enceintes. Et pour les maladies hépatiques, c'est plus récent puisque la recommandation a été promulguée en 2013. Donc une évolution du tableau des recommandations régulières, avec parfois un phénomène de rattrapage. Ce phénomène de rattrapage, c'est celui-ci que vous pouvez par exemple observer. Ça y est, ma petite... Ah, elle est là. Par exemple pour les AVC, vous voyez que la recommandation a démarré là, alors que la ligne jaune qui représentait
qui représente l'envoi des coupons par la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, des coupons de retrait gratuit du vaccin, c'était quelque chose qui était fait en réalité depuis plusieurs années. Donc la recommandation est arrivée alors que la CNAM avait mis dans la pratique l'envoi du coupon. Donc c'est un peu une recommandation rattrapage de la situation. C'est original, tout le monde ne sait pas ça, je voulais vous en faire partager, non pas la primeur, mais le sel. Oui, bon. Oui, le sel, c'est la bonne expression. Voilà, alors, à partir de là, quelle est la situation du point de vue des couvertures vaccinales? Alors là, je vais vous présenter les résultats de travaux qu'on a faits dans lesquels on a calculé les couvertures vaccinales. Alors, je vous rassure tout de suite, notre objectif initial, ce n'était pas du tout de calculer les couvertures vaccinales, mais comme on voulait, dans un travail dont je vais vous montrer la suite après, comprendre comment les couvertures vaccinales sont calculées par la CNAM et Santé publique en France, on a été obligé de mettre les doigts dans le cambouis pour essayer de comprendre. Et on a voulu calculer ces couvertures vaccinales, mais en nous référant aux populations éligibles aux recommandations. On a voulu prendre comme dénominateur la population qui fait l'objet des recommandations. On a fait ça à partir de l'EGB. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'EGB ici. C'est l'échantillon généraliste des bénéficiaires. C'est un échantillon à peu près au centième de l'ensemble des assurés en France, et qui comporte 700, 750 000 personnes. Enfin, ça ne cesse d'augmenter avec le suivi chaque année. Et voilà ce que ça nous donne en ce qui concerne les personnes de 65 ans et plus. Donc vous voyez que la courbe a plusieurs parties. Donc si on prend ce qui se passe avant la pandémie, on était sur une tendance haussière, sur cette partie-là. Ça y est, je ne sais pas où je suis, bon, peu importe. Enfin, vous voyez très bien, de 2006, 2007 à 2008, 2009, avec un petit pic en 2009, puisqu'il y a eu des recommandations de se vacciner encore plus, y compris contre la grippe saisonnière en 2009. Vous voyez qu'après, boum, la couverture a véritablement nettement chuté, ce qui accentue l'impression d'un pic, pour continuer à diminuer progressivement les années qui ont suivi à partir de 2010 et se stabiliser, grosso modo, à partir de 2015-2016. Alors ça, c'est pour les personnes de 65 ans et plus. Vous voyez qu'on a une courbe à peu près similaire pour les personnes diabétiques. Alors là, petite explication de texte, il y a une courbe en jaune qui correspond à la CV brute et une courbe en bleu qui correspond à la CV standardisée sur l'âge. La standardisation sur l'âge, elle a pour but de retirer l'effet de l'âge sur l'évolution des courbes. Et comme la CV, elle augmente avec l'âge, vous voyez qu'en retirant cet effet d'âge, on a en réalité des CV qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est la CV indépendamment de l'âge. Donc vous voyez une courbe un peu similaire pour le diabète. Je ne vais pas toutes les commenter. Insuffisance cardiaque et valvulopathie. Pour les personnes souffrant de séquelles d'AVC, vous voyez que finalement, à part un petit pic en 2009, on a quelque chose d'assez plat, avec quelques petites fluctuations, mais pas de tendance très nette. Là, on a un phénomène un petit peu plus intéressant pour les maladies coronaires, qui correspondent à la publication nouvelle d'une recommandation en 2011. On voit un palier en marche d'escalier. Je vais essayer de vous le montrer. Ah ben non, là je suis passé sur le mauvais truc. Enfin bon, vous voyez bien, un palier en marche d'escalier avec derrière quelque chose qui semble plafonner encore pendant quelques années. Même constat pour les maladies hépatiques chroniques, pour lesquelles la recommandation est la plus récente, en 2013. Vous voyez qu'il y a aussi un effet de palier avec une stagnation derrière. Voilà, donc ça c'est pour l'évolution des couvertures. Vous avez compris que c'est des coupes transversales dans la population de l'EGB. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors, si on se focalise essentiellement sur 2015-2016, on voit que la CV brute, elle est inférieure à 50%, chez les plus de 65 ans, que la couverture vaccinale, elle oscille entre 16% et 29% dans les groupes à risque de moins de 65 ans. Qu'est-ce qu'on peut en dire si on se compare à l'extérieur? Il y a des gens qui disent, quand je me compare, je me rassure. Ben là, ce n'est pas tout à fait le cas. Je m'inquiète, parce que finalement, d'abord, ces taux sont très inférieurs aux objectifs, et ils sont parmi les plus bas en Europe. Et d'ailleurs, il y a une publication de Mérikienne dans Eurosurveillance en 2014 qui compare la situation dans les différents groupes à risque et dans 9 pays qui le montrent bien. Ces taux sont d'ailleurs plus bas aussi que ceux officiellement publiés par la CNAM.
Was ist das? Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, on constate que ces taux sont bas, malgré l'envoi de coupons. Et comment ça se fait qu'on est dans cette situation-là? En fait, les personnes qui sont identifiées à partir des bases de données de l'assurance maladie pour qu'on leur adresse un coupon ne sont pas identifiées de manière aussi exhaustive que la méthodologie qu'on a suivie, nous, pour identifier non pas les personnes à qui on doit envoyer un coupon, mais les personnes qui font partie des groupes à risque. Le point d'interrogation arrive un peu tard. La réalité, c'est que, en fait, la méthodologie utilisée par la CNAM pour identifier les coupons n'est pas la même qu'une autre méthodologie que la CNAM met à disposition de tout le monde et qu'on a utilisée nous-mêmes, qui s'appelle la cartographie CNAM, qui permet d'identifier un ensemble de maladies chroniques. Alors vous allez mieux comprendre dans la diapositive suivante, qui relève un peu de la cuisine, mais c'est une cuisine assez intuitive. La méthodologie coupon, la CNAM, se contente de se baser sur ce qu'on appelle les affections longue durée. Là, j'ai pris l'exemple du diabète. Les affections longue durée pour diabète. Tout le monde sait ce que c'est qu'une affection longue durée ici, je suppose. Ça donne droit à un remboursement des frais de prise en charge hospitaliers et en ville à 100%. Donc la CNAM s'appuie là-dessus. La cartographie, on sait très bien que 100% des diabètes n'ont pas nécessairement une ALD. La cartographie de la CNAM, elle est multi-indicateur. Donc elle s'appuie bien sûr sur les ALD, mais vous voyez aussi, elle utilise les remboursements d'antidiabétiques oraux, d'insuline, les remboursements de dosage d'hémoglobine glyquée. On ne fait pas des dosages d'hémoglobine glyquée à n'importe qui, on les fait à des diabétiques, donc c'est un bon traceur de personnes avec un diabète. Elle s'appuie aussi sur les données du PMSI, le programme de médicalisation des soins hospitaliers, et pour repérer des personnes qui ont été hospitalisées pour diabète, pour complications de diabète. Moralité, quand on compare la méthodologie coupon et la méthodologie CNAM cartographie, on voit que pour les diabètes, voilà, je suis dessus, eh bien on identifie avec la méthodologie cartographie, et c'est celle qu'on a utilisée nous pour calculer les couvertures vaccinales, 37% de diabétiques supplémentaires. Moralité, deux conclusions. Les CV qu'on a calculés, nous, sont nettement plus basses parce que les dénominateurs sont beaucoup plus gros, inflatés de 37% pour ce qui concerne le diabète, de 76% pour les maladies hépatiques. Deuxième moralité, les gens qui sont éligibles aux recommandations ne reçoivent pas tous, et de loin, un coupon de retrait gratuit. Voilà le système tel qu'il existe en France. Bon, ce n'est pas d'une très haute portée scientifique, mais ça permet de comprendre comment le système est organisé actuellement. Alors là, je vous ai présenté des résultats, encore une fois, transversaux. On regarde ce qui se passe chaque année. Chaque année correspond à une tranche et on les juxtapose et on regarde l'évolution. Est-ce que ça suffit à bien comprendre ce qui se passe dans la population en matière de comportement de vaccination? La réponse est dans ma question, non. En réalité, il y a des dynamiques temporelles de comportement de vaccination derrière ces données de couverture vaccinale. Et c'est ce qu'on a, nous, essayé de mieux comprendre. Par dynamique temporelle, c'est régularité de comportement de vaccination ou de non-vaccination, ou passage d'un comportement de non-vaccination à la vaccination, ou l'inverse. Alors, il y avait quand même donc peu de connaissances dans le monde, en France en particulier et en Europe, sur l'évolution temporelle, si vous voulez, de manière longitudinale chez des cohortes d'individus, peu de connaissances sur la régularité et les dynamiques de comportement de vaccination. Bon, il y avait quand même une cohorte dont les résultats ont été publiés en 2013. Elle s'appelle la cohorte Copan-Flux, ça dira certainement quelque chose à plusieurs d'entre vous. C'est une cohorte qui visait à suivre les comportements de vaccination chez 1400 personnes pendant 6 ans. Et cette cohorte a confirmé plus exactement quelque chose qu'on intuitait déjà pas mal, c'est que les comportements de vaccination contre la grippe sont remarquablement stables. Les gens qui se vaccinent continuent de se vacciner pendant plusieurs années, et les gens qui ne se vaccinent pas continuent de ne pas se vacciner pendant plusieurs années. Ça n'exclut pas, évidemment, quand même quelques formes de personnes. Ça, c'est très cohérent avec ce qu'on connaît dans d'autres domaines qui ne sont pas de la prévention, qui ne sont pas la vaccination, mais les comportements d'adoption, de prévention dans le domaine du tabac, dans le domaine de l'alimentation, de l'activité physique.
Donc c'est très cohérent avec ce qu'on sait dans le domaine de la prévention. Plus généralement, c'est un papier de normal. Et puis c'est très cohérent aussi avec tout un tas d'études qui montraient déjà que le déterminant le plus fréquemment associé avec le fait de se vacciner à la saison X, et dont le poids en termes quantitatifs est le plus important, eh ben, c'est les antécédents de vaccination. Mais donc du coup, une fois qu'on a dit ça, on a quand même besoin d'en savoir un petit peu plus. Et c'était l'objet justement de notre projet de recherche, qui a été financé par l'IREF, c'était d'essayer de mieux identifier et caractériser les différentes trajectoires temporelles, dynamiques temporelles, de comportement de vaccination dans la population. Donc les caractériser, ça voulait dire quelle est leur prévalence, quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques, en tout cas démographiques, quel est l'état de santé des gens dans ces catégories, s'il en existe, et leur comportement de recours aux soins. Alors on a toujours travaillé dans le même échantillon généraliste, je n'insiste pas. On a suivi ce qui se passait sur 10 saisons vaccinales. C'est la première fois que quelque chose est fait sur une aussi longue période. Le GB nous en donne l'opportunité. Et puis on a identifié 2 sous-cohortes, mais là je ne vous parlerai que des résultats dans la sous-cohorte des diabétiques. Alors la méthodologie statistique est un peu particulière, je ne sais pas si vous la connaissez ici, mais c'est disponible sur SAS. Ça s'appelle les Group-Based Trajectory Models. Et en fait, le principe de ces modèles statistiques, c'est d'identifier dans la population des classes homogènes d'individus, qu'on appellera des trajectoires, homogènes suivant des comportements similaires dans le temps. Et donc c'est exactement ce que je vais essayer de vous montrer. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc on s'intéresse aux diabétiques. Alors on a une première classification dont vous voyez qu'elle correspond à des gens qui se vaccinent de façon quasi systématique, puisque vous voyez que la probabilité de vaccination en haut est située entre 90 et 100% chaque année. Vaccination quasi systématique, c'est la catégorie, la trajectoire la plus représentée, environ un tiers des gens, et du point de vue de ces caractéristiques, elle correspond à des gens qui avaient dès le départ un diabète plus sévère, et qui par conséquent bénéficiaient d'un suivi beaucoup plus régulier que la moyenne du reste de la cohorte. Une deuxième trajectoire très différente. Vous voyez que là, on a affaire à des gens qui sont progressivement, pendant le suivi, de moins en moins vaccinés. Et il se trouve que ces gens, c'était en fait les plus âgés de la cohorte. Et on peut penser que cet abandon progressif de la vaccination est lié à l'âge, est lié aux questions que les professionnels peuvent se penser sur l'immunosénescence, et peut-être aussi qu'avec l'âge, les patients, les professionnels, les familles considèrent que la prévention devient quelque chose de plus en plus secondaire par rapport à des choses qui sont plus prioritaires en termes de prise en charge. Troisième catégorie, troisième trajectoire, une trajectoire lors de laquelle la vaccination grippale est abandonnée, mais juste après la pandémie de 2009. Et donc là, dans ce groupe-là, on a affaire d'une part à des femmes plutôt plus jeunes et curieusement quand même atteintes de diabète plus grave avec plus de consultations, plus de complications et d'hospitalisations pour complications. Donc là, on a une trajectoire un peu mystérieuse, mais qui probablement reflète un indicateur de très forte vaccine hesitancy, j'en parlerai plus tard. A l'inverse, il y a aussi, je vous rassure, des trajectoires dans lesquelles les gens se vaccinent de plus en plus, et cette trajectoire-là, elle est intéressante parce qu'elle correspond à des gens qui se vaccinent de plus en plus en parallèle d'une dégradation progressive de leur état de santé. Et donc dans cette trajectoire, on voit des gens qui ont par exemple un niveau de comorbidité qui s'aggrave tout au long du suivi. Une courbe, une trajectoire assez similaire, mais décalée dans le temps, mais qui partage finalement pas mal des caractéristiques de la trajectoire précédente, sauf que les patients sont un peu plus jeunes. Et enfin, je ne dirais pas celle que vous attendiez tous, mais dont probablement certains d'entre vous font partie, les jamais vaccinés, qui représentent un petit tiers de la population des diabétiques, et qui correspondent, vous ne serez pas étonnés, à des gens qui ont un diabète moins sévère, qui sont plus jeunes, qui sont moins suivis. Donc vous voyez que à partir de ces résultats, on peut arriver à identifier des catégories homogènes de sous-groupes de population différenciés selon leur dynamique de comportement. Et ce qui est intéressant, parce que à quoi ça sert, c'est pas de l'art pour l'art,
ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser qu'à ces catégories différenciées, on peut probablement réfléchir à proposer des stratégies d'intervention différenciées et qui s'appuient notamment sur le fait que les parcours de soins pour ces différents gens ne sont pas les mêmes d'une catégorie à l'autre. Et en effet, non seulement les parcours de soins ne sont pas les mêmes, mais vous avez vu, dans ce que je vous ai présenté avant, qu'il y a une forte influence de la survenue d'événements de santé sur la formation de ces trajectoires. Alors me direz-vous, c'est bien gentil de parler d'association entre ces trajectoires et des événements de santé, mais est-ce qu'on est capable finalement de quantifier l'impact de la survenue d'un événement de santé sur les changements de comportement en matière de vaccination? C'est-à-dire que là, il s'agit de se demander si, par exemple, j'ai une maladie qui arrive, est-ce que ça, dans quelle mesure et comment le quantifier, ça va inciter quelqu'un qui ne se vaccinait pas jusqu'à maintenant à se vacciner. C'est ce qu'on appelle des états et des transitions d'états. Et là, il y a des modélisations qui sont très employées en économie et en épidémiologie, mais plus en économie, il me semble, pas forcément. Ça s'appelle des modélisations multi-états par chaîne de Markov. Et là, je vous ai représenté quelques résultats. Je ne me suis intéressé qu'aux transitions sympathiques de la non-vaccination vers la vaccination. Sympathique, je mets des guillemets. Alors, vous voyez que, par exemple, quelqu'un qui a un diabète incident, à la saison N, a 30% de chances supplémentaires de se vacciner à la saison N plus 1. Évidemment, dans ces modèles multi-delta, la chronologie du changement de transition et de l'événement est respectée. C'est-à-dire que l'événement arrive toujours avant le changement de comportement. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les études transversales. Autre exemple, quelqu'un qui est hospitalisé pour diabète voit la probabilité de se vacciner à l'issue de son hospitalisation augmenter de 13%. 13%, c'est significatif, mais c'est cliniquement quand même pas très très important là. Vous voyez que par contre, des gens qui ont une comorbidité élevée, une comorbidité qui s'accroît tout au long du suivi, eh bien ce sont ceux-là pour lesquels la probabilité de changer de comportement et de se vacciner est la plus forte. Et autre élément intéressant, le fait de consulter un spécialiste, et tout particulièrement un pneumologue, est aussi associé ultérieurement à l'adoption du comportement de vaccination. Alors me direz-vous, quel est l'intérêt de ça? Oui, c'est quand même d'essayer de quantifier l'impact des événements sur les comportements des gens. Et ça peut être utile justement pour savoir sur quelle cible on va viser. Et par exemple, si on regarde un peu en creux ces résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous voyez que l'augmentation de probabilité de vaccination pour l'hospitalisation lors d'un diabète est faible. Et on peut se demander là s'il n'y a pas des opportunités de parler et de proposer le vaccin qui sont manquées. Alors, je vous ai parlé de couverture vaccinale dans le public. Je vais vous parler maintenant de la couverture vaccinale chez les professionnels de santé. Alors, je ne prétends pas du tout être exhaustif sur la question, mais j'ai essayé de rassembler dans une seule dia les informations qui proviennent d'échantillons à peu près représentatifs, soit d'établissements hospitaliers, soit de médecins, soit d'infirmiers. Et donc, je vais m'intéresser successivement aux médecins hospitaliers, aux médecins généralistes et ensuite aux infirmiers. Donc, les premières données qu'on avait sur un échantillon de 35 établissements représentatifs au niveau national montraient que chez les médecins hospitaliers, on avait une couverture vaccinale qui, sans être extraordinaire, n'était pas non plus catastrophique, puisque ça tourne autour de 55%. Évidemment, excusez-moi, c'est du déclaratif. Ça, c'est l'enquête Nicole qui a été faite dans le milieu des années 2000. Lorsqu'on s'intéresse aux médecins généralistes de ville, alors c'est intéressant parce qu'on a plusieurs sources d'informations, et les premières sources d'informations dont on disposait, c'était les enquêtes baromètres médecins généralistes de l'INPES, l'ex-INPES, Santé publique France maintenant. Vous voyez qu'ils ont fait l'enquête Nicole en 2005-2006, et qu'ils ont trouvé 75% de médecins généralistes qui déclaraient s'être vaccinés lors de la saison précédente, ce qui est quand même pas mal, puisque c'est proche des objectifs. Ne nous leurrons pas, c'est du déclaratif, donc c'est certainement surestimé, mais la littérature, on dispose dans la littérature d'éléments qui montrent que finalement, ce degré de surestimation n'est pas si important que ça. C'est quelques points de pourcentage, 5 points de pourcentage. Si on est à 70%, on est déjà pas mal.
Et puis on dispose aussi des données de nos panels de médecins généralistes de ville. Je fais un peu de pub pour ce qu'on fait à l'ORS. Hein. On anime depuis une dizaine d'années, enfin plus que ça, des panels de médecins généralistes nationaux, assez nombreux, il y a 1500 personnes, et on leur a posé ce type de questions. Et vous voyez, en 2007-2008, 72% des généralistes nous disaient s'être vaccinés lors de la saison précédente, et en 2012-2013, également 72%. Vous voyez qu'entre trois enquêtes, on a quand même des taux qui sont remarquablement cohérents, et je pense que ça apporte quand même une certaine robustesse à ce type de méthodologie pour évaluer quel est le niveau de couverture vaccinale chez les professionnels de santé. Alors les infirmiers aussi, je voulais vous en parler. On est toujours sur des déclaratifs. Toujours l'enquête de Gutmann montrait en 2008-2009 que la couverture déclarée était de l'ordre de 24%. Donc là, on commence à tomber dans ce qu'on peut commencer à appeler le niveau des chaussettes. Mais il y a pire. Et nous avons refait une enquête un petit peu différente, mais quand même avec les mêmes questions et toujours par questionnaire, récemment en 2018 en PACA, auprès de 1500 infirmiers, certains libéraux, certains salariés, il y avait plus de salariés, et vous voyez que la couverture vaccinale chez les libéraux, est plus élevée que chez les salariés, et même nettement plus élevée que chez les salariés. Donc voilà, c'est un très bref panorama de ce qu'on peut dire de la couverture vaccinale. On pourrait parler des aides-soignants, Et puis il y a certainement d'autres enquêtes très ponctuelles dans des établissements hospitaliers, publiées ou pas publiées, mais enfin bon, je n'ai pas eu le temps de tout reviewer. Alors, on est face à un constat dont on pourrait dire quand même qu'il est globalement mitigé. Bon, pas noircir le portrait, mais je pense que parler d'un échec, alors je ne l'ai pas mis sur la diapo, relatif, n'est quand même pas complètement déraisonnable. Alors qu'est-ce qui explique ça ? Pour essayer de vous expliquer ça, enfin en tout cas moi, quelles sont mes hypothèses, je pense que c'est intéressant de le prendre par le prisme de l'hésitation vaccinale. On pourrait choisir d'autres angles, mais c'est celui que j'ai choisi, et d'essayer de comprendre quels sont les déterminants de l'hésitation vaccinale. Alors, pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers avec cette notion, l'hésitation vaccinale, c'est quelque chose qui reflète le processus de décision quand on va se vacciner, et le fait qu'on n'est pas complètement à l'aise avec ce processus de décision et qu'on met un certain temps à prendre la décision ou à ne pas la prendre. Donc ça a fait l'objet d'une définition internationale proposée par l'OMS, publiée en 2015 dans Vaccine. Et grosso modo, les gens qui hésitent, ça correspond à des gens qui sont entre, d'un côté, ceux qui acceptent toute vaccination de façon inconditionnelle, de l'autre, des gens qui radicalement refusent toute vaccination. Tout ça pour dire que finalement, l'hésitation vaccinale, ça correspond un peu à un ventre mou entre ces deux extrêmes. Deux gens qui, soit retardent des vaccins, mais pas tous, certains uniquement, soit refusent certains vaccins, mais pas tous, soit acceptent de se vacciner, mais tout en ayant des doutes sur l'innocuité du vaccin, son efficacité, etc. Et donc on est face à une population qu'on appréhende avec une définition, pour ne pas dire, multidimensionnelle et assez difficile à opérationnaliser. Alors, pour illustrer ce que ça peut donner dans la population générale, on dispose des données du baromètre santé 2016, dans lequel nous avons contribué au montage du module vaccination et proposé un certain nombre de questions, assez brutes de décoffrage, il faut bien le dire, mais qui ont le mérite d'opérationnaliser la définition de l'hésitation internationale, la définition internationale, de l'hésitation vaccinale. Donc je vais m'intéresser, parce que là on parle de grippe, plutôt aux personnes âgées de 65-75 ans. Vous voyez que les personnes qui déclarent les courbes en vert, les histogrammes en vert, avoir déjà accepté une vaccination tout en ayant des doutes, représente un peu plus de 15% de ces gens-là. Déjà retardé un vaccin car elles hésitaient, à peu près 15%, un peu plus. Et même chose pour ceux qui ont déjà refusé. Et si on regroupe ces trois questions, on aboutit grosso modo à 35% des personnes de 65-75 ans qui ont une hésitation vaccinale. Alors ça, c'est sans préjuger du type de vaccin. Donc finalement, quels sont les vaccins qui attirent le plus, sur lesquels se focalise l'hésitation vaccinale ? C'est la grippe. Très largement, qui est à la tête du top 3 des vaccins qui provoquent de l'hésitation vaccinale.
soit dit en passant, vous remarquerez, même si ce n'est pas le sujet de cette présentation, que bien que les controverses sur l'hésitation, sur les effets secondaires du vaccin hépatite B remontent à plus de 20 ans, on trouve encore une trace très très nette d'hésitation à l'égard du VHB. Alors pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut avoir, en d'autres termes, j'ai utilisé, quels sont les déterminants de l'hésitation vaccinale dans la population générale, j'ai voulu vous représenter là, le modèle conceptuel, soit dit en passant, c'est plutôt un modèle empirique d'ailleurs, enfin, que propose F du B, parce que je le trouve assez bien foutu et il permet, c'est pas une usine à gaz, et il permet finalement de bien repérer quels sont les principaux déterminants, les principales familles de déterminants qui peuvent avoir un impact sur les difficultés des gens à se décider lorsqu'il s'agit de choisir ou pas de se vacciner ou de vacciner un enfant. Alors il y a d'abord, et c'est la ligne du haut, ce qu'on peut appeler des facteurs socio-cognitifs individuels. Facteurs socio-cognitifs, c'est quoi? C'est le niveau de connaissance, d'information, les expériences passées, la perception de l'importance de la vaccination, la perception des risques, l'exposition, la façon de réagir aux normes sociétales, normes subjectives. Je vais pas jusqu'au les valeurs morales, religieuses. Un deuxième grand groupe de facteurs, ce qu'on peut appeler des facteurs plutôt sociétaux, qui sont des facteurs fondamentaux dans les fondements de nos sociétés, certes qui ont beaucoup évolué lors des dernières décennies, et qui sont des facteurs qui, en fait, érodent, et je reviendrai là-dessus après, la confiance que les gens peuvent avoir dans les autorités de santé, dans la médecine, dans la science. Et puis, évidemment, tout ça est lié à la communication, aux médias, aux réseaux sociaux. Un troisième type de facteur, il est assez évident, c'est le rôle des professionnels de santé, mais vous voyez que là où il y a de l'hésitation chez les professionnels de santé, eh bien, on est potentiellement en difficulté aussi pour faire passer des messages auprès de la population. Et enfin, la stratégie vaccinale, la façon dont elle est conçue, la façon dont elle est promue, la façon dont elle est comprise, tout ça a aussi un impact sur l'hesitancy, la propension à hésiter. Et vous voyez en haut, ah ben zut, pardon, je me suis encore gouré, vous voyez en haut ici un petit cadre, tout ça c'est pour dire que ce schéma-là, le poids relatif de chacune de ces familles de déterminants, il varie en fonction du contexte socio, politique et culturel. C'est-à-dire que ce qui est valable en France ne l'est pas nécessairement en Allemagne, en Italie ou aux États-Unis. Alors je vais reprendre chacun de ces déterminants, puis si vous en avez marre, vous me le dites, parce que ça a fait un peu long. Je vais d'abord vous parler des facteurs cognitifs, et un des principaux facteurs cognitifs qu'on retrouve beaucoup dans les articles plus ou moins biomédicaux, c'est the famous balance bénéfice-risque perçu. Bon. Il faut dire que cette balance bénéfice-risque perçu, elle marche pas mal pour pouvoir différencier des groupes de population, donc ça vaut le coup d'en parler. Donc c'est quoi? C'est un arbitrage intuitif que font les gens entre les risques et les bénéfices perçus d'une mesure de prévention, ou ça peut être aussi d'un médicament. Là, on s'intéresse à la vaccination. Donc, dans les risques, qu'est-ce qu'on met? Pas seulement les effets secondaires, mais c'est aussi, on range là-dedans aussi, le coût de la vaccination, le temps que ça prend, l'argent qu'il faut éventuellement dépenser, et puis le fait que ça puisse faire mal quand on fait une injection. Et puis de l'autre côté, les bénéfices perçus, ils dépendent à la fois de l'efficacité et de l'utilité perçue du vaccin. Ils sont aussi fonction de la manière dont les gens perçoivent la gravité et la fréquence de la maladie. Je vais illustrer ça dans un instant, ça peut paraître un peu abstrait. Du sentiment de vulnérabilité des gens par rapport à la maladie, on ne se sent pas plus vulnérable vis-à-vis de la grippe selon qu'on est malade ou pas, par exemple, enfin, dans le cas majoritaire, ou au contraire du risque aussi de se sentir potentiellement exposé. Alors voilà ce que ça donne, l'illustration de ce modèle dans le baromètre. On a regardé là l'exemple de la grippe. Et vous voyez là, à gauche ici, qu'il y a finalement à peu près 20% des personnes de 65 à 75 ans qui sous-estiment la gravité de la grippe. Vous voyez ici qu'il y a à peu près, c'est plus en fait, 30% des gens qui considèrent que le vaccin n'est pas efficace.
Et vous voyez ici qu'il y a plus de 40%, on n'est pas loin des 50%, des gens qui considèrent encore de nos jours que le vaccin contre la grippe n'est pas sûr. C'est quand même des chiffres assez parlants. Alors bien évidemment, ces perceptions-là de la balance bénéfice-risque, ils font l'objet, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler des distorsions cognitives. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, il y a un papier extrêmement célèbre qui a été publié par Slovic en 1979 et qui montre que dans les populations, dans toutes les populations, il y a une tendance des gens à surestimer les faibles risques, et là on fait allusion plutôt au risque d'effets secondaires des vaccins, et à sous-estimer les risques élevés, et là on fait plutôt allusion aux risques induits par un certain nombre de maladies qui sont finalement assez fréquentes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres facteurs cognitifs qui peuvent avoir une influence sur la façon dont les gens se positionnent par rapport au vaccin et qui vont influencer leurs décisions. C'est ce qu'on peut appeler des croyances, des attitudes. Alors ça, ce sont les résultats d'une étude qualitative qu'on a faite en PACA auprès de personnes diabétiques, et voilà un petit peu ce que ça a montré. D'abord, on trouve chez des patients diabétiques des attitudes de déni, de banalisation du risque de la grippe, de sa gravité, et même des attitudes de fatalisme. Alors vous avez le verbatim, là, le deuxième, qui montre « si je dois attraper la grippe, ma foi, je l'aurai ». Il y a aussi des attitudes concernant la façon dont les gens se représentent leur corps. Et ça va au-delà du corps, ce n'est pas uniquement physique, c'est aussi leur capacité mentale. Et j'étais très intéressé par ce verbatim, le premier. Je me sens fort mentalement et physiquement, et capable de me battre contre la grippe. Pas la peine que je me vaccine. Il y a des idées fausses. Alors ces idées fausses, on est toujours très prudent sur la façon de qualifier ce genre de choses, parce qu'on est toujours un peu à la limite des perceptions, et il n'y a pas de perception fausse en sociologie, en psychosociologie. Mais là, ces idées fausses, j'ai mis un bémol en disant qu'il y a parfois, et même souvent, des petites choses de la réalité qui font qu'elles ne sont pas si irrationnelles que ça. Exemple, les 2 fois où je me suis vacciné, j'ai fait une grippe cataclysmique. Bon, c'est peut-être tombé une fois où l'épidémie, le vaccin n'était pas bon, ou cette personne est peut-être tombée aussi sur un syndrome grippal qui était un peu cogné. Et puis, il y a ce qu'on appelle des croyances compensatoires. Alors, qu'est-ce que c'est les croyances compensatoires? Ce sont des pensées que les gens ont pour s'auto-justifier de ne pas adopter un comportement de prévention. On rencontre ça très souvent, par exemple, dans le domaine du tabac, dans d'autres domaines de la prévention. Et là, dans le domaine de la grippe, ça consiste à penser que finalement, je peux me débrouiller autrement. Je n'ai pas besoin de me vacciner. Il y a d'autres moyens de me prévenir de la grippe. Par exemple, je peux faire attention à ne pas m'exposer. Ou je peux me dire, de toute façon, si j'ai la grippe, il y a des moyens de traitement qui sont efficaces. Même si ce n'est pas forcément vrai. Alors, vous voyez qu'il y a tout un tas d'aspects, de facteurs cognitifs, de perceptions qui peuvent avoir une influence sur la façon dont les gens appréhendent la grippe, le vaccin, et vont prendre leurs décisions. Mais pour autant, quand on a dit ça, est-ce que ça suffit? Non, parce qu'on ne s'est pas vraiment intéressé en disant ça aux causes profondes, sous-jacentes de ces perceptions et de ces comportements et de ces croyances. Et du coup, c'est intéressant là d'essayer d'appréhender ces choses-là en termes de causes sociétales et de regarder ce que nous apporte le regard de la sociologie du risque. Et d'ailleurs, c'est la sociologie de la culture du risque. Et là, il y a 2 grandes dimensions qui sont importantes à avoir à l'esprit et qui sont tout à fait typiques des sociétés contemporaines d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas que la France, c'est les pays de l'Ouest, mais probablement ça va aussi au-delà. Première chose, il y a depuis des décennies un discours de plus en plus prégnant pour dire un discours de santé publique, mais qui est repris aussi par des politiques ou des professionnels de santé parfois, qui incite les gens à devenir de plus en plus responsables, vous avez sûrement entendu ce genre de choses, et de plus en plus autonomes par rapport à la gestion de leur propre santé, et par rapport à la décision dans la gestion de leur propre santé. Et finalement, il y a un sociologue qui s'appelle Anthony Giddens, du Royaume-Uni, un Anglais, qui a traduit ça par « on demande aux gens de devenir les entrepreneurs de leur propre santé ». C'est-à-dire qu'on leur demande quoi? On leur demande d'aller consulter les bonnes sources d'informations, pour aller trouver les bonnes informations, pour adopter les bons comportements de santé,
de façon à maximiser son espérance de vie. On est tous comme ça, non ? Le problème, c'est que ce discours finit par avoir un effet boomerang sur la population, et c'est surtout d'ailleurs sur la population des gens les plus éduqués, parce qu'il induit effectivement une autonomisation, mais cette autonomisation, c'est aussi une autonomisation vis-à-vis du discours officiel. C'est-à-dire que les gens ne vont pas pour autant aller adopter ni regarder des sources qui sont préconisées par le discours officiel. Donc c'est un petit peu un discours de promotion qui a eu un feedback, je dirais, négatif. La deuxième dimension qui est aussi intéressante et que vous avez certainement vu dans un certain nombre de lectures, et ça c'est Ulrich Beck, qui est un Allemand qui, un des premiers, l'a fait ressortir, c'est ce qu'on appelle le désenchantement vis-à-vis de la science. À quoi ça correspond ? Premièrement, au constat que tout le monde, les citoyens dans nos sociétés maintenant, est confronté à un volume considérable de connaissances qui sont publiées, qui ont l'apparence d'être extrêmement dispersées, pas du tout cohérentes. Combien de fois sommes-nous confrontés à des résultats d'études épidémiologiques contradictoires, avec des consignes contradictoires ? Ça arrive tout le temps. Sur des sujets extrêmement variés, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble ? Ça, les sociologues ont appelé ça la balkanisation, l'éparpillement des savoirs. Ils aiment bien utiliser des mots savants. Le deuxième point, c'est qu'on voit aussi, et c'est lié au premier, des mouvements de plus en plus critiques vis-à-vis de la science, finalement dans lesquels la population, ou les gens qui font ça, retournent contre la science l'esprit scientifique lui-même de doute et de critique. Et ce sont des mouvements dans lesquels il y a une contestation du progrès technologique. Ça ne concerne pas que les vaccins, vous avez vu pour le nucléaire, pour les OGM et tout un tas d'autres sujets. Du coup, ça aboutit à une érosion de la confiance dans la science et dans la médecine. Et finalement, ça pousse les gens à préférer avoir des interlocuteurs non pas distants, qui peuvent être ceux du ministère de la Santé, des scientifiques qu'on ne connaît pas, des responsables d'agences de promotion de la santé publique qui sont lointains, mais pouvoir avoir des interlocuteurs en chair et en os, en face à face, qui leur expliquent ces savoirs experts, et rien de mieux que le médecin, le colloque singulier avec le médecin, pour pouvoir avoir ce type d'interlocuteur. D'où la confiance extrêmement élevée, malgré tout, et depuis de nombreuses années, des médecins, et la profession des médecins est la profession dans laquelle la population accorde le plus de confiance. Alors je voulais revenir en deux mots aussi sur ces causes sociétales, et parler, parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, des controverses. Ça fait 20 ans, si ce n'est pas un peu plus, que nous assistons à des controverses vaccinales sub-30. Ça n'a pas arrêté pendant 20 ans. Là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un petit calme. Ça va peut-être revenir. Et donc, ces controverses, elles ont contribué, bien évidemment, à semer le doute dans l'esprit des gens. Et on le voit bien, mais ça, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je n'avais pas commenté, que le pic de couverture vaccinale qu'on observe pendant la pandémie est aussi contemporain de couverture vaccinale contre la grippe, est aussi contemporain de très nombreuses controverses. Il n'y en a pas eu qu'une, hein. Il y a eu tout un tas de controverses sur la qualité du vaccin, sur les conflits d'intérêts, etc., etc. Et que ça a eu des conséquences qui se sont mesurées en termes de couverture vaccinale pendant plusieurs années après. Et c'est intéressant de mettre ça en rapprochement aussi avec ce qui s'est passé par rapport au vaccin contre l'hépatite B, puisqu'on mesure encore aujourd'hui, 20 ans après, des traces très fortes des doutes, des incertitudes des gens et des professionnels par rapport à la qualité de ce vaccin. Alors justement, j'y viens, une hésitation vaccinale chez les professionnels. Alors si les médecins généralistes sont majoritairement favorables au principe général de la vaccination, et là je me réjouis que Didier ne soit pas là, sinon il m'aurait descendu en flammes, puisqu'il déteste qu'on dise qu'on se positionne de façon générale par rapport à la vaccination, il trouve que ça n'a pas de sens. Bon, moi, je trouve que ça a quand même un sens de dire qu'on adopte quand même le principe de la vaccination, même si, dans des cas particuliers, ça peut ne pas être aussi probant. Alors, 80% sont très favorables, mais vous voyez que, et ça c'est une enquête qui vient du panel, de 2014, 25% doutent de l'utilité de certains vaccins, et finalement, le vaccin contre la grippe fait partie des vaccins dans lesquels les médecins généralistes ont des doutes. Je vais vous le montrer, parce qu'ici, on a essayé de faire une classification de notre population de 1500 médecins en fonction de niveaux croissants d'hésitation vaccinale. On a utilisé des techniques statistiques sur lesquelles j'éviterai de m'étendre. Donc vous voyez, on part des moins ou des pas du tout hésitants, 18%, à des faibles hésitants, 68%,
et ensuite à des hésitants modérés élevés. Et vous voyez que, en termes de comportement de recommandation de la vaccination contre la grippe à des personnes diabétiques, avec l'augmentation de l'hésitation, on a une diminution de comportement de recommandation du vaccin aux patients. Donc il y a une hésitation vaccinale chez les médecins généralistes qui a des répercussions pratiques sur leur manière de parler des vaccins et de recommander les vaccins, et notamment le vaccin contre la grippe, à leurs patients. Cette hésitation vaccinale, on la constate aussi chez les infirmiers. Vous voyez que notamment, il y a 47, presque la moitié des infirmiers salariés, en bleu c'est salariés, qui sont hésitants, et 35% de libéraux qui sont hésitants, en utilisant les mêmes définitions que je vous ai présentées tout à l'heure à propos de la population. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on voit que les comportements des infirmiers se rapprochent très nettement de ceux de la population générale. Et cette hésitation, elle se focalise, devinez sur quoi? Encore une fois, la grippe, comme dans la population générale. D'ailleurs, vous avez exactement le même top 3, avec pratiquement les mêmes hiérarchies. Ouais, je suis un peu en retard sur mes flèches. Alors, on trouve aussi une érosion de la confiance dans les professions de santé. Par exemple, dans notre panel, on avait trouvé que 80% des médecins généralistes étaient confiants vis-à-vis des autorités de santé, mais il y en avait quand même 53% qui considéraient qu'elles sont influencées par l'industrie pharmaceutique, et 29% qui préféraient se fier à leur propre jugement plutôt qu'aux recommandations officielles. Et il y a tout un tas de motifs à cette érosion de la confiance chez les médecins: manque de réactivité des autorités par rapport à des questions vaccinales, manque de soutien, des experts jugés peu fiables, une référence aux précédentes crises sanitaires, notamment à celle du Mediator, et une perte de confiance aussi dans les autorités suite à la stratégie de vaccination contre la pandémie H1N1, puisque vous savez qu'à l'époque, les médecins généralistes avaient eu l'impression, mais ce n'était pas faux, d'être complètement mis à l'écart de la gestion même de cette campagne de vaccination de masse. Pour les infirmiers, on retrouve des résultats similaires, mais encore plus marqués, avec 70% des infirmiers qui sont confiants. Vous voyez que les très confiants sont quand même minoritaires, 19%, et 80% des infirmiers qui considèrent que les autorités sont influencées par le laboratoire pharmaceutique. Donc la confiance dans les autorités sanitaires des infirmiers, il y a certainement un peu de travail à faire. Alors, bon, là, j'ai regardé par rapport aux déterminants de l'hésitation vaccinale, les facteurs cognitifs, les facteurs sociétaux, dans la population générale, chez les médecins, les professionnels de santé. Je vais aborder maintenant la partie concernant ce qu'on peut dire, les facteurs liés au vaccin lui-même et à la stratégie vaccinale. Et déjà, le vaccin, il pose un peu problème, parce que c'est quand même pas un très très bon vaccin. Je ne parle même pas du fait que chaque année on fait un pari. Je parle que substantiellement, le vaccin, intrinsèquement le vaccin, n'est pas toujours très efficace. On pourrait même dire qu'il est partiellement efficace. Mais ça dépend des groupes de population. Donc, je vais présenter là les groupes de population avec une stratégie croissante d'efficacité vaccinale. C'est probablement pas très exhaustif ma recherche, mais enfin, il y a quand même les principales publications en la matière. Et notamment celle de Osterholm en 1912, qui est 1912. Il n'y a personne qui a relevé, là. Je vous ai endormi. En 2012, publié dans le Lancet Infectious Disease, et qui montre qu'en fait, il n'y a pas vraiment de preuve d'efficacité de ce vaccin chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, dans la foulée, 2 ans plus tard, le Haut Conseil de la Santé publique a publié un rapport avec des résultats beaucoup plus optimistes, puisqu'il estime que cette estimation, cette efficacité vaccinale est inférieure à 50%. Une publication d'Isabelle Montmarin de Santé publique France estime qu'elle est de 35% et qu'on peut épargner avec la vaccination des personnes âgées environ 2000 décès par an. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui d'abord repose sur des estimations et qui est débattu, et qui n'est pas du tout certain. Si on regarde maintenant ce qui se passe chez les 18-65 ans, là vous avez 2 revues, la méta-analyse d'Osterholm et une revue Cochrane, beaucoup plus récente. Alors, je n'ai pas mis les chiffres d'efficacité vaccinale sur la revue Cochrane, mais finalement, ces 2 revues convergent pour dire qu'il y a une efficacité vaccinale. Elle n'est pas énormissime, mais enfin, elle est aux alentours de 60%, mais elle n'est pas présente à chaque saison. Ensuite, si on regarde ce qui se passe chez les enfants, toujours la méta-analyse d'Osterholm et une autre revue Cochrane,
Et c'est dans cette population-là que finalement les preuves qui existent actuellement d'efficacité vaccinale sont les plus importantes et l'efficacité vaccinale la plus élevée. Et dernier élément qu'il faudrait regarder de manière plus circonstanciée, mais quelles preuves existent actuellement que de vacciner les professionnels de santé peut éviter des maladies nosocomiales? Ben, c'est sacrément débattu. Et ces preuves, elles sont loin d'être fortes. Alors, autre aspect, stratégie vaccinale. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a les bonnes cibles en France? Et est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres cibles en fonction de ce qu'on vient de vous dire, puisqu'on a un vaccin qui, chez les personnes âgées, ne marche pas très bien? Eh bien, le Royaume-Uni a une réflexion et a avancé sans tabou. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, on vaccine certes les adultes à risque, mais ils ont depuis quelques années lancé une vaccination des enfants, alors en âge préscolaire et à l'école, entre 4 et 5 ans et entre 8 et 9 ans. Ceux avec un vaccin vivant atténué qui s'administre par spray nasal. Alors c'est intéressant parce que vous allez voir les résultats d'efficacité en vie réelle. Donc l'efficiency, c'est l'efficacité à l'issue d'un essai clinique, mais vous savez bien que quand on fait un essai clinique et qu'on passe à la vie réelle, il y a des petites différences entre les conditions de la vie réelle et les conditions de l'essai clinique. Donc on parle à ce moment-là du concept d'efficiency qui revient à l'efficacité en vie réelle. Et donc le NHS England a évalué cette efficacité en vie réelle. Et vous voyez que tous âges, on est sur une efficacité qui est, le moins qu'on puisse dire, extrêmement modeste, 15%. Alors que par contre, l'efficacité chez les enfants, elle est finalement beaucoup plus intéressante. Les taux de couverture qu'ils ont obtenus sont pas mal non plus. On est proche des objectifs pour ce qui concerne les personnes plus âgées. On est à des niveaux 2 fois plus élevés chez les plus jeunes, enfin en tout cas les 18-65 ans, 2 fois plus qu'en France. Hein. Et on a des taux qui ne sont pas négligeables chez les femmes enceintes. En France, on est en dessous, largement en dessous de 30%, et chez les enfants, un peu au-dessus de 40%. Donc c'est une stratégie qui a l'air d'être assez intéressante, parce que l'idée, c'était de vacciner aussi les populations qui sont, les enfants, hein, qui sont le réservoir du vaccin contre la grippe, chez les hommes. Alors il y a aussi tout un tas de stratégies incitatives ou d'actions incitatives qui sont prises dans le cadre de la stratégie globale. Incitative, c'est-à-dire comment faire pour faciliter l'accès au vaccin ou comment faire pour inciter les médecins à le prescrire et à faire de la promotion du vaccin. Alors il y a d'abord le coupon CNAM. Alors évidemment, il est certainement facilitateur, ça c'est indubitable, mais tout le monde ne le reçoit pas. Et vous allez voir tout à l'heure dans les comptes que je vais vous montrer, il y a un effet plafond. La simplification de l'accès, c'est un potentiel intéressant, mais il n'est pas vraiment évalué. Alors, vous allez voir, il y a plein de choses qui se font actuellement, je ne vous montre pas tout, mais les trucs les plus récents. Depuis 2016, les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer la vaccination de la femme, du nouveau-né, de son entourage, mais on n'a aucune info sur l'évolution de la couverture vaccinale avant et après. Bon. À partir, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un rapport de la HAS qui a regardé ça de près, et qui est récent, qui a été publié en 2018. À partir de l'automne 2019, il va y avoir la possibilité de se faire vacciner en pharmacie, sans retourner chez l'infirmier ou chez le médecin. Donc ça c'est une disposition qui a été décidée par Agnès Buzyn, qui a été annoncée par Agnès Buzyn, à la suite d'une expérimentation. Et qu'est-ce que cette expérimentation a montré? Que l'opération est assez bien acceptée, que finalement les gens qui font ça, c'est surtout des personnes âgées, mais qu'il n'y a aucun impact sur la couverture vaccinale. Donc on déplace finalement la pratique de l'administration, alors ça facilite les choses, mais ça ne change rien du point de vue de la couverture. Je passe sur le projet. Autre élément, quel est l'impact des recommandations, de la publication de recommandations? C'est intéressant de se poser cette question. On sait que dans un autre registre, toutes les recommandations qui ont été publiées sur les prescriptions de benzodiazépines n'ont eu aucun effet sur les 20 dernières années passées. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut en dire là, par rapport à la vaccination? Eh bien, regardons, il y a 2 cas de figure. Là, c'est les gens qui sont porteurs de séquelles d'AVC, pour lesquels il y a une nouvelle recommandation qui a été publiée, mais en fait, ces gens-là, ils bénéficiaient déjà depuis plusieurs années
du coupon de retrait gratuit. Impact, nul. Il ne se passe rien. Maintenant, regardons l'autre cas de figure où il y a eu synchronisation, c'est le cas des hépatopathies chroniques, entre la publication de la recommandation et la mise en place du dispositif de coupon pour pouvoir retirer gratuitement le vaccin. Marche d'escalier. Donc il y a un effet. Mais vous voyez quand même que l'effet plafonne vite. Hein. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de recul. Donc soyons prudents dans les conclusions, mais enfin, on n'a quand même pas un effet majeur. Mais il y a un effet. Autre élément incitatif, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, vous savez que, enfin normalement, beaucoup de médecins sont dans ce dispositif-là, c'est la rémunération sur objectif de santé publique. Donc si vous voulez, on demande aux médecins de remplir un certain nombre d'exigences de santé publique, et ils reçoivent des points, et le cumul de ces points leur permet d'avoir un forfait plus ou moins important qui les récompense pour leur action en termes de santé publique. Ça s'appelle la ROSP. Ça a été mis en place en 2012 par l'assurance maladie. On a donc un recul de 7 ans. Eh bien, il y a dans la ROSP des indicateurs qui concernent la vaccination grippale, et l'impact de la ROSP sur la vaccination grippale est nul. Aucun impact. Il y a même une régression. Et puis reste ensuite tout ce qui peut être fait dans différents établissements hospitaliers auprès des professionnels de santé en milieu hospitalier. Et là, les impacts sont très inégaux, mais de ce que j'ai pu comprendre, les quelques papiers que j'ai pu lire, il y a parfois quand même un gros investissement d'énergie dans certains établissements hospitaliers pour un résultat extrêmement mineur et décevant, avec une augmentation de la couverture des professionnels d'une dizaine de points, mais enfin on reste très très loin des niveaux qu'il faudrait atteindre pour pouvoir protéger les malades. À cet égard, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle infirmier.com, et qui est un site sérieux destiné aux infirmiers, où un infirmier se déclare, s'exprime au sujet de ce qu'il pense de la demande qui est faite aux infirmiers de se vacciner contre la grippe. Alors regardez ce qu'il dit. « Je me ferai vacciner quand nous aurons le matériel et le personnel, quand les cadres de santé, les familles, les patients, les visiteurs porteront eux aussi des masques, respecteront les protocoles, mais surtout, je me ferai vacciner de bonne grâce quand je verrai un médecin sans alliance se laver les mains entre chaque patient. » C'est pas rigolo, ça? Enfin, moi, ça me fait marrer. Hein. Ce qui montre quand même, au-delà de la rigolade, parce que c'est pas si rigolo que ça, c'est que derrière les enjeux de vaccination en milieu hospitalier, il y a aussi probablement des conflits sociaux. J'ai fini, j'espère que je ne vous ai pas trop abruti. Ma conclusion est la suivante, c'est une conclusion complètement ouverte, parce que vous voyez bien face à une situation qui est quand même assez complexe, et la personne qui a la solution miracle, je veux bien qu'on me la fasse connaître, parce que ce n'est pas évident. Donc plusieurs pistes pour essayer d'avancer. Améliorer le vaccin, ça c'est vraiment pas mon domaine, mais il y a tout un tas de travaux qui sont effectivement en cours pour essayer de sortir des vaccins plus performants. Cela dit, je pense qu'on sera de toute façon quand même toujours soumis aux aléas de la variation des sérotypes de vaccins chaque année, de grippe chaque année, et que ça restera de toute façon une limite. Peut-être quelque chose qui est assez prioritaire et qui est peut-être plus à notre portée, encore que les tabous dans la société française étant ce qu'ils sont, revoir la stratégie vaccinale, ça je ne sais pas si ça va être mis à l'agenda en ce qui concerne la grippe, je veux dire un de ces jours. Mais avouons que quand même, par rapport à ce qui se fait à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, mais pas que, ce serait quand même intéressant de se poser des questions sur quelle cible. Est-ce qu'il faut s'en ferrer à continuer à vacciner les personnes âgées, sachant qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, avec l'immunosénescence, on n'a aucune preuve de l'efficacité du vaccin? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de tenter une vaccination des enfants? Mais c'est vrai qu'il y a les antécédents de la vaccination au collège, et ça reste dans les esprits, pour l'hépatite B. Est-ce qu'il ne faut pas proposer une autre offre de vaccins, notamment aux personnes âgées, pour les protéger des infections bactériennes, hémophilus, pneumocoque? Bon, enfin, en tout cas, il y a du travail de réflexion certainement à mener autour de cette question-là, qui n'est pas non plus ma spécialité. La question aussi des mesures incitatives, ce qui est absolument désolant, c'est qu'en France, on n'arrive pas à être modeste et se dire on va proposer des choses, mais avant de les diffuser à grande échelle, on va les évaluer. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On fait des expérimentations, mais en fait on ne les évalue pas très bien. Une exception, par contre, notable, ce qui a été fait en matière
de délivrance d'antibiotiques au compte-gouttes et à l'unité en pharmacie. Là, il y a vraiment eu une évaluation. Je dis ça parce que c'est une équipe qui travaille avec nous qui en a été chargée. Mais là, vous voyez que la plupart des mesures incitatives que je vous ai présentées avant ont été quand même, quand elles ont été évaluées, pas très bien évaluées ou pas du tout évaluées. Donc là, on a aussi quand même un travail à faire, parce que là, il y a une espèce d'emballement, là, où on est en train d'essayer une ingénierie assez complexe et de plus en plus une usine à gaz de modification des rôles des uns et des autres, dans un objectif qui n'est pas absurde, c'est d'harmoniser les rôles des différents professionnels de santé, mais on ne se donne pas vraiment les moyens de savoir si ça va vraiment marcher. Soit dit en passant, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on prévoit notamment d'élargir et d'étendre le rôle des infirmiers dans le domaine de la vaccination. Et nous, l'enquête qu'on a faite, là, dont je vous ai parlé, montre qu'ils sont majoritairement contre. Donc on est bien parti. Voilà. En ce qui concerne les professionnels, justement, ça me fait la transition. Quelle est la meilleure solution? Est-ce que les questions d'adhésion à la vaccination grippale chez les professionnels relèvent vraiment de la formation? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas convaincu que ce soit, en tout cas, la seule réponse à apporter. Certes, on voit quelque chose qui correspond d'ailleurs au gradient inverse qu'on constate dans la population. Dans la population, les plus hésitants, c'est les gens les plus éduqués. Et en matière de vaccination grippale, et chez les professionnels de santé, en tout cas en milieu hospitalier, les plus hésitants, c'est les aides-soignants et au milieu les infirmières. Donc ce n'est pas celles qui ont le nombre d'années d'éducation le plus important. Donc on a une relation inverse. Donc on voit bien quand même quelque part qu'il y a des questions de formation, d'acquisition de connaissances, de sensibilisation. Mais ce n'est pas parce qu'on a formé et acquis des connaissances qu'on va nécessairement modifier ses comportements. D'où la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, en complément, proposer aussi des méthodes individuelles, par exemple des méthodes de counseling, et pourquoi pas des méthodes basées sur quelque chose qui semble assez prometteur, mais dont la preuve de l'efficacité n'est pas encore assez rigoureusement apportée, qui correspond à l'entretien motivationnel. Bon. Est-ce qu'on va soumettre tous les professionnels de santé qui ne se vaccinent pas à un entretien motivationnel? Ça, c'est une autre question. Et puis je termine par la recherche interventionnelle en population générale. Alors le premier truc, c'est qu'actuellement, par rapport à l'hésitation vaccinale de manière générale, il n'y a aucune preuve qu'aucune action soit vraiment efficace pour réduire l'hésitation vaccinale et renforcer la confiance. Les seules actions pour lesquelles on sait qu'il y a une efficacité, c'est de faire des rappels, auprès des médecins d'ailleurs, et auprès des patients. Donc ça, c'est certainement une stratégie qu'il ne faut pas négliger, mais de là à dire comment il faut s'y prendre pour essayer de réduire l'hésitation vaccinale autour du vaccin contre la grippe, c'est pas évident. Alors, quand même, dans ce que je vous ai présenté, il y a au moins une chose qu'on peut retenir, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui est certain, c'est qu'il ne faut pas s'y prendre de la même manière avec tout le monde. Ça, à cette époque-là, il faut tirer un trait dessus, parce qu'il y a suffisamment de connaissances qui ont été accumulées pour dire qu'on ne peut plus faire des campagnes uniformes qui s'adressent de la même manière à tout le monde, alors que, bien évidemment, ces campagnes-là ne sont pas reçues, perçues, comprises, appréhendées de la même façon, selon tout un tas de caractéristiques personnelles, selon le niveau d'hésitation vaccinale, selon la catégorie sociale, etc., etc. Ce qui a été fait, je prends un exemple complètement à côté, en matière d'augmentation des prix du tabac, n'a rien d'autre fait que d'accentuer les inégalités sociales en la matière. Parce que les campagnes vis-à-vis du tabac et d'augmentation des prix, qu'est-ce qui a été sensible? C'est les 4 sup, et les ouvriers, ils ont continué à fumer comme avant. Donc du coup, les écarts sont de plus en plus importants. Donc là, on propose un certain nombre de pistes de réflexion qui montrent qu'on peut probablement réfléchir à des stratégies calées sur les parcours de soins pour d'abord essayer de ne pas louper des opportunités, et l'hôpital peut en être une, mais il peut y avoir d'autres occasions, et essayer d'adapter les discours et les stratégies en fonction des gens, de leur comportement passé. Voilà. Maintenant, ça reste à opérationnaliser, à concevoir. Donc ça, ces interventions qu'on qualifie dans la littérature internationale de sur-mesure, c'est le petit livre rouge de la vaccine hesitancy actuellement. Tout le problème, c'est que c'est bien gentil de dire ça, mais comment est-ce qu'on fait? Merci de votre attention. Alors, questions, remarques? Il est quelle heure avec Il tout est ça? en effet encore temps d'aller se faire vacciner. C'est ce que font les jeunes. Oh là, j'ai largement débordé là, excusez-moi. Pierre, l'efficacité du vaccin, en fait, c'est mesuré
par le diagnostic de grippe, par le nombre, par l'hospitalisation ou pas, c'est hétérogène selon les études, j'imagine. C'est hétérogène selon les études, mais la définition très bête, c'est le rapport des cotes le rapport des taux d'attaque chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés. Et en fait, ce chiffre-là, on le retranche à 1. Donc si ce rapport, c'est 20%, ben, l'efficacité, c'est 80%. Donc c'est comme ça que ça se calcule. Maintenant, il y a d'autres méthodes approchées. Et effectivement, on peut calculer une efficacité vaccinale pour différents outcomes. Ça peut être pour éviter d'avoir une grippe, ou ça peut être pour réduire les hospitalisations pour complications de grippe, ou ça peut être aussi pour avoir un effet protecteur indirect. Et c'est là que les preuves chez les professionnels de santé sont faibles, en fait. Donc il y a plusieurs indicateurs. Donc moi, ce que je vous ai présenté, c'était quand même un overview un petit peu large. Il faudrait vraiment faire une biblio. Enfin, c'est le sujet d'une présentation en soi. Concernant la couverture vaccinale, enfin la stratégie de vaccination à l'officine par les pharmaciens, qui dit que ça n'a pas augmenté la couverture vaccinale, parce qu'en fait, c'est un transfert. En fait. C'est un transfert. C'est comme ça que c'est interprété actuellement. Mais c'est dans les 4 régions qui ont fait l'expérimentation. Mais c'est quand même pas les petites régions. Par exemple, il y avait la région lyonnaise-Auvergne, Lyon-Auvergne, une grosse région. Donc voilà, il y avait toute la puissance statistique pour vérifier. Non, ça n'a rien changé du tout. C'est un transfert, effectivement. Les gens qui retournaient se vacciner chez leur médecin ou chez l'infirmier, ben, l'ont fait directement à la pharmacie. Mais ça n'a pas attiré plus de gens pour se vacciner. Pour le moment, hein. C'est quand même récent. Je vous ai assommé, là. Merci beaucoup. Ben, merci de votre attention. Merci à vous.